Bonjour à tous, je suis Lorelai. Et moi, c'est Léa. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire L'éperon. Philippe Rosier, ses débuts à poney, son grand-père qui fut à l'initiative de toute cette aventure, la famille Parot, la pression de la réussite, les Jeux de Los Angeles, les années 2000, compliquées, la perte de Jiva, le feu qui a détruit les écuries, le décès de sa maman, et puis évidemment Rahotep, le retour au plus haut niveau, et pour finir, la médaille d'or à Rio en 2016. Après Thierry, Marcel, la boucle est bouclée, voici l'histoire de Philippe Rosier, ses peurs, ses envies, ses rêves. Dans cet épisode, Philippe se livre, à cœur ouvert, à notre micro et sans filtre. Cette histoire, ces histoires-là nous touchent, nous parlent et nous font rêver. Et à travers notre podcast, je l'espère, vous font rêver en retour. Je vous souhaite une très belle écoute. Des bruits de sabots dans une écurie, un cheval qui monte dans un vent. Cheval Liberté nous inspire et nous accompagne depuis 25 ans dans notre passion. De l'initiative de Denis Rulquin, entrepreneur visionnaire, professionnel de la remorque et passionné d'équitation, naissait l'entreprise Cheval Liberté. À sa disparition en 2006, la continuité de l'entreprise s'est imposée comme une évidence. Le clan familial et ses associés se sont mobilisés pleinement pour faire rayonner le groupe Cheval Liberté dans toute l'Europe. Au travers de l'héritage familial, il nous est permis de mieux ressentir la philosophie qui anime Cheval Liberté depuis son origine. Concevoir des infrastructures équestres et des vents pour faciliter la vie des cavaliers et assurer le bien-être des chevaux. Les frères Rulquin savent de quoi ils parlent. Nous voulons le meilleur pour nos chevaux et comme nous sommes les premiers utilisateurs de ce que nous fabriquons, nous mettons tout en œuvre pour trouver les bons matériaux et imaginer le produit idéal. Confort, fonctionnalité, sécurité, esthétique. Tous les produits Cheval Liberté sont élaborés dans le plein respect du cheval et du cavalier. Dans un contexte où tout un chacun aspire à plus de légèreté et de bonne humeur dans son quotidien, Cheval Liberté ne cesse de se réinventer pour répondre aux attentes de toute sa clientèle. C'est un challenge du quotidien que l'entreprise s'efforce de relever. Cheval Liberté fête ses 25 ans en proposant une édition spéciale Gold Edition 25, design exclusif pour un vent tout équipé, au prix très attractif. Cheval Liberté ne s'arrêtera pas en si bon chemin et proposera tout au long de l'année des offres exclusives sur la construction équestre, les accessoires et les services. Avec toute leur énergie et celle de leurs 300 collaborateurs dans toute l'Europe, ils seront heureux de partager avec vous cet anniversaire événement et de vivre pleinement votre passion commune. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I'm an Equestrian, le podcast. Vous êtes prêts ? Ça fait 30 ans que je suis prêt. C'est enregistré. Oui, attends, ça passe dans le bêtisier. Ouais, c'est ça. Bonsoir Philippe Rosier. Bonsoir. Alors il va falloir vous présenter, vous introduire cet épisode et je ressens pas vraiment le besoin de vous présenter. Je pense que 100% des auditeurs qui vont écouter notre podcast connaissent déjà votre histoire, celle de votre famille. Pourtant, il faut bien que je le fasse, donc je vais vous présenter rapidement et après vous compléterez ce que je vais énoncer. Vous êtes l'un des mousquetaires qui vous étiez sacré champion olympique par équipe donc en 2016 aux Jeux de Rio. Vous êtes le fils de Marcel Rosier qui a été notre invité et dont l'épisode sera diffusé un petit peu avant le vôtre. Vous êtes installé à Bois-le-Roi, au cœur de ce qu'on pourrait appeler le sanctuaire des rosiers. Dans cet épisode, on va parler de vos grandes victoires et de vos titres, ça c'est sûr, mais avant tout, on aimerait bien déchiffrer un petit peu mieux toutes les méandres de votre parcours, de votre histoire, savoir comment vous êtes, vous, en dehors de la piste, en dehors des paddocks, en dehors des grands titres médiatiques. Donc pour commencer, est-ce que je peux vous demander qui vous êtes, Philippe Rosier ? Je suis et j'espère être quelqu'un de simple et de normal. Tout ça, parce que les gens normaux aujourd'hui ne le sont plus. Quand on dit tiens, ce gars-là il est bizarre, il est normal. Mais c'est voilà, j'essaye d'être normal, voilà. Alors essayer de plaire à tout le monde, c'est pas possible. J'essaie d'être moi-même. Après, il y en a qui m'aiment bien, d'autres qui m'aiment pas, d'autres qui m'aiment. Voilà. Enfin, c'est les choix des autres, c'est pas mon choix. Moi, j'essaie d'être normal et d'être pareil tout le temps. Voilà. C'est ça, en tout cas, ma philosophie personnelle de tous les jours, d'être moi-même. Voilà. Et j'essaie de montrer quelque chose de tout à fait normal. Voilà.
Philippe, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur votre enfance ? Est-ce que vous pourriez nous dire quel était le petit Philippe Rosier, disons, de 10-12 ans ? Comment est-ce que vous étiez ? Comment est-ce que vous êtes formé ? Auprès de qui ? Quels ont été les mentors et les personnes clés de votre vie de jeune garçon ? Alors, au départ, j'étais quelqu'un d'assez timide, pas très sûr de moi. À l'école, ça se passait pas très bien à cause de ça. Je vais pas vous dire que j'étais pas bosseur parce que c'est pas le truc, mais je trouvais pas ma place. Dès que je pouvais, je faisais plutôt le con. Mais pour parler normalement. Par contre, toujours un petit peu réservé quelque part. Voilà. Ça, c'était quand j'étais petit. Nous, on est 3 garçons, faut pas oublier. On parle souvent de Thierry, mais on oublie de parler de Gilles. On est 3 garçons. On a 1 an d'écart avec Thierry. Gilles, mon 3e frère, a 2 ans d'écart avec Thierry. Moi, je suis le premier. Thierry le 2e. Gilles est le 3e. Je me pose souvent la question, c'est pour ça que je vous le dis. Gilles a monté aussi très très bien à cheval et il a arrêté parce qu'il a préféré la nuit que le jour, et c'est lui qui a repris le restaurant et le bar que mon père avait créé au Haras à Bois-le-Roi. Quand vous avez parlé de sanctuaire, moi je dirais plutôt un village cheval. Mon père a créé, parce que c'est pas moi, mon père a créé un village cheval, c'est parti de zéro, il est arrivé, il était groom, et il a acheté des bouts de terrain. Ma mère était folle furieuse, j'entendais des discussions où elle disait mais t'es fou, on n'a pas d'argent et t'achètes des bouts de terrain. Et mon père arrive d'une famille de 8 enfants. Et pour être riche, il fallait de la terre. Mon père habite pas très loin d'ici, à Mâcon d'ailleurs, et ils sont nés à Châtillon-sur-Chalaronne. Et mon père un jour a décidé d'aller dans les chevaux, ce qui n'était pas le cas des autres. Mon grand-père était maquignon, et il fallait de la terre. T'avais de la terre, t'étais riche, comme aujourd'hui tous les agriculteurs. Donc voilà, ça c'est mon enfance avec mes 2 frères. Pourquoi on est 3 ? Parce que ma mère voulait une fille. Dommage. C'est tout. Oui, non, mais ma mère avait déjà tout préparé. Je me souviens tout le temps les affaires. Elle voulait une fille, elle voulait une fille, elle voulait une fille. Le 3e, il manque de peau, encore un garçon. Voilà. Ça c'est pour la petite histoire. On a été baignés totalement dans les chevaux avec mon grand-père, qui est le père de ma mère. André Parot, et la famille Parot est quand même une famille très importante et on n'en parle pas assez souvent à travers les Rosiers, mais mon père a été champion olympique avec Hubert Parot, mon oncle. Donc mon grand-père a fabriqué 2 champions olympiques, c'est-à-dire mon père et mon oncle. Ils ont appris ensemble, ils avaient pratiquement le même âge. Et ils ont été formés ensemble. Il y en avait un qui était le fils du patron, l'autre qui était groom, et puis petit à petit, voilà, l'histoire a fait que mon père est tombé amoureux de ma mère, qui était la sœur de Hubert Parot. Quand il a demandé à mon grand-père de se marier, il s'est fait foutre dehors en 3 minutes. Mon grand-père, si vous regardez des films de Jean Gabin, c'est la doublure de Jean Gabin. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de rigoler avec systématiquement. Quelqu'un qui avait une forte personnalité, qui était très respecté dans l'écurie. Et c'était la vieille école militaire, un petit peu la vieille école où chacun a son boulot et on retrousse les manches et on la ferme. Voilà. C'est très drôle parce que cette histoire-là de vos parents, Thierry nous l'a racontée, Marcel nous l'a racontée et maintenant vous nous la racontez. Et toujours de la même manière. D'ailleurs, il n'y a pas de nuance. Parce que c'était quelque chose de très fort. C'est très fort chez nous. Et moi, je reviens souvent à ça quand on me parle de mon père. Je dis non, c'est mon grand-père qui m'a appris à moi à monter à cheval. C'est pas mon père. Bien que mon père était champion olympique, c'est mon grand-père qui a appris à monter à tout le monde dans la famille. Et pour moi, la base de la famille Rosier, c'est André Parot. Voilà, ça j'y reviens souvent. J'ai une cousine qui s'appelle Sylvie Parot, la fille d'Hubert Parot, qui a une écurie aussi à Arbonne-la-Forêt, à côté de Fontainebleau, là où Hubert Parot s'était installé à l'époque. Donc voilà, faut remettre les choses dans le contexte, c'est pour ça que j'en reparle souvent, parce que souvent on pense que c'est mon père qui m'a tout appris, il m'a appris beaucoup. Et quand j'en rigole des fois, je dis j'ai eu la chance de croiser mon grand-père et mon père dans ma vie, comme souvent des cavaliers disent j'ai croisé un tel qui m'a amené au haut niveau. Moi j'ai eu la chance de croiser mon grand-père et mon père. Voilà, c'est ce que je dis toujours en rigolant. Et c'est eux la clé de tout. Et c'est mon grand-père, la première clé, c'est mon grand-père. Voilà, ça j'y tiens à le dire souvent parce qu'au bout d'un moment on oublie les gens, ils ont disparu, ils sont partis, on les oublie et l'important c'est de remettre les choses dans l'ordre hiérarchique de tout ça. Voilà.
On comprend bien vos racines, donc vous avez grandi encadré par des grands piliers de l'équitation française, Marcel Rosier, Hubert Parot, 2 champions olympiques. Est-ce que pour vous ça a été une option de devenir cavalier ? Est-ce que vous aviez le choix de faire autre chose ? Et est-ce que au moment où vous avez décidé que oui, vous alliez monter à cheval, est-ce que vous aviez la pression aussi de pas être à la hauteur ? Comment vous l'avez vécu ? L'enfer. Tout simplement. Alors pas dans le terme, je vais pas pleurer, mais c'était l'enfer pour plusieurs raisons. Et vous allez comprendre, c'est simple à comprendre. J'étais pas sûr de moi. Les chevaux, bof. Et un jour, il n'y avait pas de poney à l'époque. Il y avait des chevaux barbes, des arabes barbes. C'était des petits chevaux qui étaient des chevaux de club. Il y avait 80 chevaux à l'époque chez mon grand-père, et il y avait des chevaux, c'est des arabes barbes. Donc c'est des chevaux qui arrivaient du Maroc, des choses comme ça, avec ces petits chevaux pour apprendre aux gens à monter à cheval. Et j'étais sur un arabe barbe dans la carrière, j'étais tout petit, je devais avoir 10 ans, comme je peux le faire avec ma fille aujourd'hui, ou mes filles, dire tiens, tu vas monter, puis voilà. Puis, j'étais pas sûr de moi, mais ça allait à peu près. Et puis, j'étais au pas, au trot, et un chien qui arrivait. Mon cheval avait peur du chien, il est parti au galop, donc panique à bord. Je suis tombé, je suis resté accroché par le pied, donc, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas les petits étriers, tout le monde était pareil. Il y avait des gros étriers, tu sais, quand tu montes, tu apprends, vieille selle, machin, cheval de club. Hein. Mon pied est passé dans l'étrier, j'ai été suspendu dans le vide. Bon, je touchais pas le sol, bien sûr, et ça a duré pas longtemps, je me souviens très peu. Je suis allé partir au grand galop, j'ai fait le tour de la carrière comme ça. Je me suis réveillé à l'hôpital. Je suis tombé à moitié dans le coma. Rien de très grave. Mais alors là, à partir de ce jour-là, l'équitation était terminée pour moi dans ma tête. Je devais avoir 10, 11 ans, je crois, dans ces eaux-là. Mon frère Thierry, qui était là, qui a vu la scène, fin de l'affaire aussi. Et Gilles, on n'était pas concerné. Donc moi, les chevaux, fini, terminé. École comme tous les enfants, lundi, mardi, machin. Ce que faisait mon père n'avait aucune importance, ne m'intéressait pas du tout. Le samedi et le dimanche, j'étais pour aller jouer avec les copains. On allait dans la paille, on faisait des cabanes, et ça s'arrêtait là. Et avec mes frères, ou avec mes cousins, ou les amis, c'était des cabanes dans la paille, et puis voilà, puis on jouait dans la forêt, voilà. Il se trouve qu'il y a un Noël où le matin je me lève comme tous les enfants le jour de Noël, on va voir les cadeaux sous l'arbre, et puis on m'avait déjà prévenu, on m'a dit un cadeau de Noël, le Père Noël c'est pas mal. On croyait peut-être encore un peu au Père Noël à ce moment-là, et j'arrive dans le salon, et bien toi ton cadeau il est dehors. Oula, alors je dis ça c'est le vélo, ça sent le vélo, tu vois, ou le truc un peu, tu vois, s'il n'est pas là sous le sapin, c'est que voilà. Et qu'est-ce que je vois dehors? Une ponette scellée que mon père avait fait ramener d'Irlande, une petite ponette, il y en avait très peu à l'époque, hein. Il n'y avait même pas de concours poney. Et une petite ponette jolie, toi, double ponette, magnifique, scellée, qui était là. Je pense que c'est le pire cadeau de ma vie qu'on pouvait me faire. J'allais le dire. C'était le pire. Tu pouvais pas faire pire comme cadeau. Et là, je vois ça dans la cour. Mais je dis, mais c'est quoi ça? Jamais. Et on pleure, fini, fin de Noël, tu vois. Moi, c'est un beau jour. Moi, c'est. Ah non, mais je dis jamais. C'est quoi? Jamais je monterai là-dessus. Jamais. Je me barre. Passe quelques jours. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis dans le salon, à la télévision, comme samedi et dimanche, quoi. Un petit peu la télé. Et je vois mon grand-père qui rentre dans le salon. Et je vois tout de suite que ça rigole pas du tout. Il dit rien. Il dit, tu viens avec moi. Là, tu discutais pas avec mon grand-père, tu te posais même pas la question. Et dans ma tête, je me suis dit, j'ai fait une connerie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie. Pas penser une demi-seconde à quoi que ce soit d'autre. Et au moment où je sors dans la cour, avec mon grand-père, il y a la ponette qui est là, qui est scellée. Et là, ça fait d'un seul coup, tu sais, le film d'horreur. Et je dis, putain, il va me donner de monter. Il me dit, viens avec moi. Et il me met sur la ponette. Elle était à l'arrêt. Je te jure, la peur panique, tu sais. La peur, limite de te faire pipi dessus, quoi. Moi, je sortais d'un accident 2 ans avant, 1 an et demi avant. C'était pas, tu vois, le truc, tu vois, le film d'horreur. Mais ça aurait été mon père qui m'aurait mis sur le poney. D'abord, j'aurais pas monté. Ça aurait été mon père, j'aurais hurlé, je m'en serais débattu, enfin j'aurais fait n'importe quoi, je sais pas quoi, mais j'aurais jamais mis les fesses sur cette ponette. Mais mon grand-père, là, j'avais pas le choix. Parce que de toute façon, il allait me prendre par le col, il allait me poser dessus en 30 secondes. En plus, c'était quelqu'un de très physique et très imposant. Et là, il me pose dessus, mais je jure, la peur panique. J'étais dans la cour à l'arrêt. Hein. Et il me dit, à partir de maintenant,
tous les mercredis, j'avais pas école le mercredi à l'époque, du tout, ni samedi ni dimanche, obligatoire, poney. Et là, je te garantis que ça a été long. Et puis après, au bout d'un moment, il me dit maintenant, sors de l'école, 4h30. J'étais à l'école à Bois-le-Roi. Tous les soirs, on fait une demi-heure de poney. Attends, une poney au bout d'une longe, hein, tout simple. Hein. Et quand tu es à l'école, tu sais, tu n'attends qu'une chose, tu regardes dès que ça sonne, et dès que ça sonne, tout le monde part comme des fusées, hein, de la classe. Hein. Et moi, je sortais et je voyais mon grand-père qui m'attendait au bout, avec sa voiture, qui m'attendait à l'école, si tu veux. Et à l'époque, tu sais, il avait un chapeau un peu Borsalino, tu sais, mon grand-père était comme ça. Et j'ai sorti des photos dans mon bouquin, parce que j'ai écrit un livre de ma vie, un petit peu, entre ça, on peut en reparler après, entre la médaille d'or de mon père et ma médaille d'or. Ça fait pile 40 ans. Donc j'ai écrit ces 40 ans-là, avec tous ces épisodes-là que je cite aujourd'hui. Et j'ai appelé ça Fils 2, le film. Et là, ça a été l'enfer pendant un an. Mais je n'avais pas le choix. Et si aujourd'hui j'en suis là, je pense que c'est mon grand-père, tout simplement. C'est pas mon père, c'est mon grand-père. S'il m'avait pas obligé pendant cette année-là à monter à poney en toute simplicité, hein, jamais en me disant un jour tu seras un grand champion. C'était pas ça l'idée. Hein. C'est juste tu dois apprendre. T'es un rosier, tu dois apprendre à monter un petit peu et puis on verra bien. Il n'y avait pas d'option de dire ah, tiens on va. Non, c'était juste monter, essayer de vaincre ma peur déjà. Et ce qui était très bien parce que ça m'a aidé dans la vie après tout ça. C'était pas que pour monter. Et donc au bout d'un an et demi, je connais à poney. Et puis il y avait un petit peu de concours complet à poney. Il y avait des concours complets. C'était le seul truc qui existait à poney officiel. Donc je travaillais ma reprise de dressage avec mon grand-père. Et mon père ne s'occupait pas du tout de moi. Pas du tout. Et reprise de dressage, un petit peu de cross, un petit peu de concours épique. Et puis mon grand-père m'emmenait un petit camion. Puis on allait faire des petites compétitions à droite à gauche. J'étais mort de peur. Mais mort de peur. Alors le dressage, alors le cross. Je suis allé au bout du bout et j'avais ma ponette qui était sympa, mais c'était compliqué. Le concours épique, c'était un petit peu mieux, mais voilà. Et puis, comme anecdote, le premier championnat de France poney que je fais à Fontainebleau, c'était à côté des militaires à Fontainebleau, à côté du Grand Parquet. Ça s'appelle l'Allée des Dragons. Je fais mon dressage, je fais une bonne reprise, j'ai des bonnes notes, je fais mon cross pas mal. Et dans le jumping, l'épreuve de saut d'obstacle, pour la première fois, mon père vient me voir. Et là, je te dis pas... Et tout le monde, j'entends, il y a Marcel Rosier qui est là, C'était un grand champion à ce moment-là. Il était déjà champion olympique à ce moment-là ? Ouais. Et là, je sais qu'il est là. Et je rentre en piste. J'essaie de me concentrer, mon grand-père s'occupait de moi au paddock, je rentre dans la piste, au moment où je rentre dans la piste, il annonce, Philippe Rosier, ma ponette s'appelait Puskine. Montant Puskine, et nous avions la chance d'avoir Marcel Rosier présent, et il développe tout le palmarès de mon père. J'avais l'impression que ça a duré un quart d'heure avant qu'on me sonne. La pression. Ouais, mais j'étais là, je dis, putain, non, pas ça. Et je pars, je saute 3 obstacles, je me gourde de parcours. Et le truc, tu vois, ça me faisait plaisir qu'il soit là. Je veux pas dire que ça me faisait pas plaisir, mais waouh, j'avais pas besoin de ça. Hein. C'était un peu tôt. Et tout a été comme ça, si tu veux, petit à petit. Et puis un matin, j'arrive aux écuries, puis la ponette, elle avait disparu. Et il y avait un cheval à la place dans le box. Et j'ai dit où ma ponette ? Je commençais, tu vois, à m'habituer un petit peu. Ça faisait 2 ans. Et j'y allais où ? Elle est partie chez tes cousins. Pour ton cousin. Et mais je dis non, maintenant tu vas monter le cheval là. Un vieux de pur sang qui s'appelait Tournebride, qui était formidable. Cheval formidable, il avait 15 ans, 16 ans. Il avait le dos comme une cuvette, c'était un fauteuil Louis XV, comme on dit. Super cheval, brave, que mon père avait trouvé pour moi parce qu'il fallait l'adopter. Je dis mais j'échoue. Jamais j'ai pensé une demi-seconde qu'un jour je monterais à cheval, même en faisant du poney. Moi c'était toute ma vie, c'était le poney, hein. Je m'arrêtais au poney. Et là, l'enfer a recommencé. On a tout recommencé à zéro avec mon grand-père. Donc j'avais des bases que j'avais pas avant. J'avais eu pendant 2 ans. Et maintenant, on fait pareil à cheval. J'étais comme ça, la panique. Et il a recommencé. Et tranquille, et machin, et tout le truc. Et puis tout fil en aiguille comme ça. Et je me suis retrouvé au championnat d'Europe junior avec ce même cheval, 2 ans après.
J'étais tout seul. Mon père n'était pas venu parce qu'il était très pris et que c'était un autre entraîneur. J'étais parti avec ma mère. C'était en Irlande. Non, Angleterre. Et pour vous dire, ça va pas me rajeunir, mais quand je suis arrivé dans l'équipe anglaise, il y avait Michael Whittaker. Il y avait un qui s'appelle Robert Smith. Il y avait Jan Tops chez les Hollandais. Il y avait Eric van der Vleuten chez les Hollandais. Que je peux te donner 2-3 noms. Le père de Jos Verlooy aujourd'hui, qui est marchand de chevaux, Axel Verlooy. Le papa de Michael van der Vleuten. Exactement. Jan Tops, on va pas le. Et je t'en passe. Voilà. Et je me suis retrouvé. Moi, j'étais tout gamin, tout petit haut, parce que j'étais assez tôt. J'étais assez vite. Eux étaient dans leurs dernières années. Et je me suis retrouvé là, voilà, avec ces gens-là. Alors c'est drôle, après, avec des années, avec du recul. Et puis ensuite, j'ai croisé. Après, il y avait des stages à Fontainebleau de détection de jeunes, février, par région. Et ça, je trouve que c'est dommage qu'on ne le fasse plus. C'est-à-dire que tu avais le nord, le centre, enfin, ce que tu connais aujourd'hui en vacances de février. Et moi, j'arrive avec Bosti, parce que c'est ma Barbizon. On a le même âge pratiquement. Et puis un ou deux autres. Et tiens, Philippe Linger, qui est là aussi, qui arrivait, lui, il était la Normandie. Et Daniel Biancamaria, qui était l'entraîneur des jeunes, il dit, il y en a deux là qui viennent de passer la semaine dernière, ils vont vous foutre des raclés. Tu sais, putain, que t'as 15-16 ans, tu dis ouais. Et il me dit, il y en a un, il s'appelle Levotte, Laurent Levotte, et l'autre, il s'appelle Patrice Delaveau. Non, moi je connaissais pas, j'avais jamais vu de ma vie, les deux. Ils avaient peut-être pas tout à fait tort alors. Ah non, c'est rien de le dire. Et il dit, ils vont vous foutre des raclés, les deux là. Et nous, tu sais, quand t'es gamin, qui viennent, on va voir, tu vois. Et puis quand on les a croisés, je dis que Patrice, on voyait que ses fesses à la remise des prix. Je dis qu'il passait une vitesse incroyable. Il y avait un autre garçon qui s'appelait Jean-Charles Gaillat, qui était très fort en Normandie. Il y avait Éric Levallois qui a débarqué après, pratiquement en même temps, Éric Levallois. Et on s'est retrouvés au championnat d'Europe un an après, Patrice Delaveau, Bosti, Jean-Charles Gaillat, Éric Levallois et moi. Sacrée équipe. On a tous, à part Jean-Charles Gaillat qui a décroché, qui s'est lancé dans le commerce, on a tous fini champion olympique ou champion du monde. Et ça, on avait 17 ans, je crois, à ce moment-là. Donc quand je ressors les photos dans mon bouquin, parce que je les ai sortis ça, nos grooms, c'était nos frères et nos sœurs. Il y a des photos dans mon livre où nos grooms, parce qu'il n'était pas question d'avoir des grooms. Aujourd'hui, tous les jeunes, les juniors, ils vont au championnat d'Europe, ils ont des grooms. Nous, mais c'était même pas en rêve. C'était la mère de Patrice Delaveau qui conduisait le camion, Denise. On était tous dans le camion, on dormait dans la capucine au-dessus du camion sur un matelas, et nous voilà partis au fin fond de l'Irlande, comme ça. Et voilà l'histoire. Et le réserve, c'était Bosti, t'as qu'à voir. On est champion d'Europe avec Bosti qui était réserve, qui n'a pas pu sauter le truc, et qui s'est bien rattrapé après parce qu'il était champion d'Europe junior l'année d'après, si tu veux. Ça, c'est notre histoire. Et moi, je dis toujours, j'ai la chance de croiser ces cavaliers-là et mes amis qui m'ont fait aller vite et qui m'ont fait progresser. Parce que quand t'as Patrice Delaveau, moi je voulais battre, c'est mon meilleur pote que je voulais battre. C'était pas les autres. Comme lui il gagnait, c'est lui que je voulais battre. Mais tu vois, vraiment le bon côté pote, quoi. Et les gens, demain je vais te choper. Non, c'est moi qui vais te choper demain. Tu vois, et c'était notre truc à nous, entre potes, du même âge, avec Bosti, qui était très rapide aussi. Et on a tous appris vraiment. J'ai eu cette chance. On était un groupe de jeunes bons, mais je pense qu'ils m'ont fait être encore meilleur par ça. Voilà. Alors, qui des deux s'appelle Piccolo? Est-ce que c'est vous Patrice. Ou est-ce que c'est Patrice? Patrice. Parce que Patrice, il s'appelle Piccolo. Son surnom, c'était Piccolo parce qu'il rentrait à la Rome pour le CSIO de Rome et il annonçait El Piccolo de Lavo. Parce qu'il était tout petit, on était des petits, on était très tôt. Moi, j'ai été à 20 ans aux Jeux Olympiques. Donc, ça a été très vite après. Donc, tu vois, je te parle d'une période où j'étais pas sûr de moi. Jusqu'à 16-17 ans, c'était encore en limite. Et d'un seul coup, ça s'est déclenché, si tu veux, grâce à Patrice, grâce à Bosti. Tu veux, parce qu'on se mettait la pression entre nous. Après, on sautait des puissances. On allait sauter des murs à 2 mètres, 2 mètres 20, avec des chevaux vraiment pas vraiment faits pour ça. Et puis, Patrice, quand il sautait 2 mètres 20, je dis, moi, il faut que j'arrive à sauter 2 mètres 25. Mais c'était un challenge de potes. Il n'y avait pas de concurrence, tu vois, il y avait rien là-dessus. Et à l'époque, on sautait des gros murs à 2 mètres, 2 mètres 20 avec des chevaux, je te garantis. Aujourd'hui, je le ferai pas. Il faut avoir cette inconscience de la jeunesse, si tu veux. Et le premier CSIO où on est parti, où mon père nous avait envoyé, parce qu'en plus, mon père était entraîneur de l'équipe de France, ce qui m'arrangeait pas du tout. Parce que quand j'étais sélectionné, j'étais le fils de Marcel Rosier, et que c'était avantageux. Quand ça allait pas, alors là, je m'en prenais, mais les journalistes, ils m'allumaient. Voilà, c'est comme ça. Et pour te dire juste un truc qui m'a marqué toute ma vie, et je l'ai écrit aussi dans mon livre,
quand j'ai été champion olympique, tout le monde me posait la question, qu'est-ce que ça t'a fait quand ton père a été champion olympique ? Et je réponds, rien du tout. Et ça étonne tout le monde. Et on me dit pourquoi ? Parce que moi j'étais en colonie de vacances au fin fond de l'Irlande, dans le Connemara. On était une quinzaine de gamins en vacances. Et il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. On dormait sous des tentes ou dans un hangar. Et c'était génial, moi j'avais adoré, on était une quinzaine. Et le monsieur qui était là-bas avec nous, qui s'occupait de nous, qui parlait anglais couramment, me dit un soir, il écoutait la radio, il me dit, je crois que ton père il est champion olympique. Mais je dis ouais, c'est bien. Ça m'a pas fait ni chaud ni froid. Je dis ouais, c'est bien. On m'a dit qu'il avait gagné un grand prix, c'était pareil. Je n'avais pas pris la notion, si tu veux, de champion olympique et ça m'intéressait pas du tout. Moi, j'étais à Poney à ce moment-là. Et mon premier CSIO que j'ai fait avec toute ma bande de potes, c'est Dublin. On est parti, à 18 ans, on avait tous le poids lourd. Et on est parti, Patrice Delaveau, Bosti, Hubert Bourdi et Édouard Coupéry. Voilà. Et on est partis, nous, tous en camion, et on conduisait nos camions, on a pris le bateau à Calais, et puis on a fait une grosse erreur, c'est qu'on a fait Calais-Dublin direct en bateau. T'as 22 heures. Aujourd'hui, personne ne le fait. Tu passes par l'Angleterre, tu restes dormir les chevaux en Angleterre, et puis tu repars le lendemain. Nous, on est partis direct. Je te dis que ça a été long. Et arrivé à Dublin, alors, il faut que je repasse en arrière. J'ai une petite anecdote sur Dublin. Je vais vous couper. Ouais. Maud m'a dit que vous aviez aux alentours de 15 ans, vous étiez en voyage scolaire à Dublin. C'est ça. Et vous vous retrouvez, par je ne sais quel hasard, à regarder le CSIO de Dublin. Et finalement, 6 ans plus tard, vous y participez. Exactement. Et c'est là où je voulais en venir justement. Ça tombe très bien cette question. C'est que quand on était en Irlande, le garçon qui nous emmenait là-bas, qui s'occupait de nous, le géo, nous dit on va aller voir le hors-show de Dublin. Super, voir le hors-show de Dublin. Et on arrive, ce truc, c'est comme Aix-la-Chapelle, c'est exceptionnel. C'est un endroit incroyable, piste énorme, des tribunes pleines à craquer, un public de fous, ça hurle, c'est un stade de foot. À côté, il y a des stands, il y a d'autres pistes partout, il y a des concours de poney, enfin, il y a 4-5 pistes à côté. C'est un truc qu'il faut aller voir une fois dans sa vie, que je conseille à tout le monde. Et on arrive à Dublin, on fait le tour et tout, pas de billet pour rentrer pour voir le concours, donc on se retrouve machin, et il y a un virage où il y a des stands derrière, un grand virage, tout le reste est entouré de tribunes, et c'est une grille. Et là, derrière cette grille, tu t'agglutines avec tout le monde, tu passes la tête et tu regardes et tu vois le concours de Dublin. Et il y a un cavalier qui s'appelait Eddie McCain, qui s'appelle toujours Eddie McCain, il est toujours vivant, qui était la star, c'était le numéro 1, c'était la grande star, et en Irlande, alors là, c'était Zidane en France. Et quand il rentrait en piste, t'avais, je sais pas, 20 000 personnes, je crois qu'il y a 20 ou peut-être 30 000 personnes à Dublin quand c'est plein. Il rentre en piste, mais ça hurle comme t'as jamais entendu, c'est comme si tu marques un but. Et Eddie McCain rentre en piste, et je me souviens je devais avoir 12 ans, 13 ans. Et je suis derrière cette grille, si tu veux, et je regarde, je dis waouh, j'étais bluffé comme tout le monde. Jamais j'ai pensé une demi-seconde qu'un jour je rentrais à cheval sur cette piste de ma vie. J'étais pas dans ce truc-là. Tu vois, t'as des gamins qui regardent et disent un jour, même s'ils n'y arrivent pas, un jour je ferai ça. C'était passionné. Et je suis derrière cette grille, je vois Eddie McCain, et waouh, il rentre impressionné. Il fait son parcours, je sais même plus ce qu'il a fait. Les gens étaient, c'est du délire. 6 ans après, je rentre sur cette piste au galop, mon premier CSIO, je rentre sur cette piste. Et je te garantis, je suis rentré au galop, je suis parti au fond, elle est grande, hein, la piste a fait 2 hectares pratiquement. Et je rentre au galop et je suis parti au fond là-bas. Et j'ai vu tous ces gamins derrière cette grille qui regardaient, et je me suis vu. Je me suis vu. C'était très bizarre. Jamais j'avais pensé qu'un jour ça serait moi qui serais au milieu de cette piste, et j'ai vu tous ces gamins qui sont accoutumés à cette grille, et je me suis vu. Voilà l'histoire de Dublin, que je garderai toujours, parce que rien n'est impossible à la fin quand tu réfléchis. Les Anglais disent ça, never is impossible. C'est vrai. Même si tu es le fils de Marcel Rosier, même si tu as peur, même si tu penses que tu es nul, à un moment ça a passé. Et à 20 ans, je me suis retrouvé au jeu de Los Angeles. Voilà. Tout simplement.
sans penser tous les jours, un jour j'irai là, un jour j'irai là. Jamais. J'ai jamais pensé ça. C'est l'heure de faire une brève entracte pour vous laisser le temps de répondre aux SMS que vous avez laissés en suspens depuis le début de cet épisode pour vous faire couler un café ou tout simplement pour bien intégrer les propos de Philippe Rosier. J'en profite pour remercier une nouvelle fois Cheval Liberté de nous soutenir en devenant partenaire de cet épisode. À bien loger et à bien transporter ses chevaux, on comprend que la longévité de l'entreprise s'est construite avant tout sur la compréhension des besoins et usages de la filière et de la volonté de placer la relation homme-cheval au cœur d'un projet industriel et technique. Et si la relation homme-cheval est au centre des préoccupations de Cheval Liberté, la relation entreprise-client ou même partenaire l'est tout autant. Et Philippe Rosier peut en attester. Il fait confiance à Cheval Liberté depuis plus de 15 ans, force de proposition. Il apprécie la collaboration avec Cheval Liberté, ses idées sont souvent reprises et soumises à leur bureau d'études pour améliorer les produits et en développer de nouveaux. Cheval Liberté possède la souplesse et la rigueur d'une entreprise moderne qui a su conserver et mettre en œuvre ses savoir-faire. À maîtriser le sur-mesure comme produit en série, Cheval Liberté sait être à l'écoute de tous ses clients. Enfin, si cet épisode vous plaît et si vous aimez découvrir l'histoire de Philippe Rosier, sachez que nous l'avions déjà reçu dans un épisode de l'écoute enregistré en partenariat avec l'Éperon. Nous avions parlé de préparation mentale et Philippe nous avait livré le récit de sa rencontre avec David Corona, le préparateur mental qui l'avait accompagné sur le chemin des Jeux de Rio. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage vivement à écouter cet épisode de l'écoute. Allez, c'est reparti. J'aimerais passer à une autre étape de votre vie, Philippe. Vous avez connu des moments assez difficiles et je me permets d'en parler parce qu'on l'a évoqué hier déjà pendant notre enregistrement pour le podcast de l'Éperon. Après les Jeux de Sydney en 2000, vous avez connu quelques moments compliqués, la perte de votre maman, le lynchage médiatique au retour des Jeux, la perte de votre cheval Jiva, mais aussi de beaucoup d'autres équidés lors du feu qui a dévasté votre écurie. Vous avez vécu aussi de nombreuses années sans aucune sélection en Coupe des Nations. Et puis, vous vous êtes quand même reconstruit. Vous vous êtes battu pendant 16 ans, puisqu'entre 2000 et 2016, il s'est passé 16 ans sans Jeux Olympiques, sans sélection. Comment est-ce que vous avez traversé cette période aussi difficile, alors que vous étiez à l'apogée de votre carrière, en étant quand même très jeune ? Alors, l'histoire est simple. J'ai jamais quitté le haut niveau. C'est ça. J'ai pas eu de sélection en Coupe des Nations, ce qui était normal, puisque j'avais pas de chevaux et voilà, les Jeux de Sydney, ça a été un moment très difficile pour tous ceux qui étaient avec moi d'ailleurs. J'étais pas le seul. Patrice Delaveau a aussi vécu ça pas très bien. Alexandra Lederman, Thierry Pommel, Michel Robert aussi, qui était le réserve. Et ça a été un retour difficile. Mais ça fait partie du sport. Si tu l'acceptes pas ça, faut pas faire de sport. Si tu veux pas le sport, c'est pas confortable. Même si t'es le meilleur. Donc un jour t'es en haut, un jour t'es en bas. Quand t'es en bas, on t'appuie dessus, on te déglingue. Si t'acceptes pas ça, faut pas faire de sport. Pour moi, la base, elle est là. Donc ça a été des années difficiles, mais j'ai pas eu de sélection en équipe de France, mais j'ai continué à sauter en 4 et 5 étoiles avec des chevaux d'une manière ou d'une autre, parce que j'ai des relationnels, parce que j'ai des bons sponsors. J'ai toujours eu des bons sponsors, même dans ces moments-là. J'ai toujours eu des bons propriétaires qui m'ont suivi, qui ont été fidèles même dans ces moments-là. Donc ça, si tu veux, c'est ce qui a tenu mon histoire, si tu veux, à la fin. C'est ça qui a tenu mon histoire. C'est qu'à un moment ou à un autre, si tu veux, j'étais quand même entouré. On est une famille. Mon père était quand même là. Même si j'étais à mon compte, moi je me suis mis à mon compte à l'âge de 20 ans parce que je voulais mon indépendance, et quitte à me planter, mais je voulais mon indépendance. J'avais dit à mon père, je veux pas continuer comme ça, je veux mon indépendance. Donc il a dit, y a pas de problème, tu gères ton écurie avec tes grooms, tu es salarié, tu payes ce que tu as à payer, tu te débrouilles. Et mon père m'a jamais donné les francs, c'était des francs à l'époque, hein. Il m'a jamais donné 10 francs. Il a fait de façon à ce que j'avais une écurie, j'avais des avantages énormes, bien sûr. Mais sauf que moi, mon premier camion, ma première voiture, je me suis payé moi, hein. Personne m'a payé mon camion, personne m'a payé ma voiture. J'ai fait des crédits comme tout le monde et mon père était pas riche, hein. Donc lui il devait faire tourner sa boutique aussi. Mais donc moi, à partir du moment où j'ai voulu avoir mon indépendance, je crois que c'était exactement à 21 ans,
Il m'a dit ok, pas de problème, voilà, t'as une écurie, il y a 12 box. Après j'ai reconstruit des box en plus, je suis passé à 30 box, c'est moi qui les ai construits, c'est moi qui les ai payés. Mes box, c'est pas mon père. J'ai payé mon camion, après petit à petit j'ai acheté ma maison, comme tout le monde. J'avais des gros avantages, c'est clair, d'être le fils de Marcel Rosier. Il m'a beaucoup aidé, il m'a conseillé dans les chevaux, j'ai appris tous les jours parce qu'il était là tous les jours. Voilà, ça je vais pas, c'est la chance que j'ai eue de ça, d'être quand même dans un confort, quand même, d'avoir derrière, à côté de moi, un grand champion et qui est là et qui me protège. De toute façon, est-ce que je ferais pareil avec mes enfants, comme font tous les parents? Il y a quand même une protection qui est là, mais mon père a fait autant pour moi que pour mes frères, ça a toujours été le même système. Personne n'a été avantagé plus que d'autres. J'ai entendu 2-3 fois entendre Philippe était l'élu. Il n'y a pas d'élu, c'est pas vrai, c'est faux. J'ai jamais été l'élu de qui que ce soit, et encore moins de mon père. C'est-à-dire qu'on a eu tous exactement la même chance. Gilles, qui n'a pas monté en compétition, mon père lui a laissé la gestion du restaurant et du bar qui s'appelait le Milton à l'époque, qui marchait très très bien. Thierry a eu les mêmes avantages que moi. Après c'était à lui de se débrouiller. Thierry à un moment a décidé de quitter le jumping et parti dans les courses pendant 1 an et demi. C'était son choix parce que voilà, il avait envie de voir autre chose et que ça allait, il préférait faire ça. Après il est revenu et il est revenu dans le coaching, et après il est revenu dans le jumping. On a tous eu la même chose. Les portes chez moi, enfin c'est pas chez moi parce que j'ai chez mon père. Les portes chez mon père ont été ouvertes à nous trois exactement les mêmes. Il n'y a pas eu plus. Moi, maintenant, j'ai peut-être plus de mental pour aller plus loin, peut-être plus. Je ne vais pas me comparer ni à mon père, ni à mon frère, ni à mes frères. On est tous différents. Après, chacun choisit son chemin et après, quitte à se planter, et puis on continue. Et puis voilà, il y a des hauts et des bas. C'est logique et c'est pareil pour tous les cavaliers de la France et du monde. Donc voilà, je veux dire, ça je tiens à le dire parce que c'est important. J'ai jamais été l'élu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ensuite, ma carrière, je l'ai continuée. Et puis je me suis battu, j'ai trouvé des chevaux, j'ai acheté mes chevaux tout seul, avec mes propriétaires, pas mon argent, j'en avais pas. Mes propriétaires avaient confiance, je dis voilà, faut acheter ce cheval-là, on achetait des jeunes chevaux. Et puis on avançait, c'est comme ça que on a eu Jiva. Après j'ai eu Jiva, j'ai eu Barbarian pour aller au jeu de Sydney. J'ai eu Rocco pour aller au championnat du monde, qu'on a trouvé aussi, qui était un cheval qui montait Thierry Pommel. J'avais un sponsor qui s'appelait Baïko, qui avait acheté le cheval. Après j'ai eu la chance de monter pour Malzan, qui était un des gros sponsors de l'époque, qui investissait dans les chevaux à l'époque où je montais Jiva. Après j'ai eu la chance d'avoir un cheval qui s'appelait Oscar Minotière, qui était un crack, qui m'a été confié. Voilà, tout ça, ça a continué. Parce que là on parle de ça, mais il faut pas oublier qu'entre le moment où il y a eu les Jeux de Los Angeles, j'ai été 2 fois vice-champion d'Europe par équipe. J'ai été 2e de la finale Coupe du Monde à Paris. J'ai fait 7 finales Coupe du Monde. J'ai gagné 3 Grands Prix de CSIO, ce qui n'est pas rien. Je suis vice-champion du monde à La Haye avec Éric Navet, Michel Robert et Bosti. Donc il n'y a pas eu de creux. Il n'y a pas eu de creux pour moi. Moi, j'ai pas eu de creux. Voilà. Et juste, j'ai eu 10 années sans Coupe des Nations entre les Jeux de Sydney et les Jeux de Rio. Et j'ai fait une Coupe des Nations avant les Jeux de Rio. Le jour où on m'a appris que j'étais réserve aux Jeux de Rio, c'était le lundi. Je roulais, j'étais en voiture, je partais à Aix-la-Chapelle. Et là, Philippe Gardin me dit, bon, peut-être qu'on fasse une Coupe des Nations. Je dis oui. Parce que là, ça fait quand même 10 ans que j'ai pas fait une coupe. Alors j'ai beau avoir beaucoup d'expérience, et c'est ce que Philippe Gardin me disait tout le temps, il me dit non mais t'inquiète pas, t'as l'expérience. Je dis oui, mais moi j'ai besoin de me mettre avec les autres, et coup de bol avec sa chapelle, l'équipe qui était avec moi, c'est les 3 qui étaient aux Jeux Olympiques de Rio, avec leurs 2e chevaux. Il aurait pu y avoir quelqu'un d'autre. Il se trouve que l'équipe, avant de partir, moi j'avais mon cheval des Jeux, j'étais le seul d'avoir le cheval des Jeux, les autres étaient sélectionnés comme moi, et les chevaux étaient Ryan avec Simon, qui était, moi j'étais le 5e, donc les 4 chevaux étaient arrêtés, et on faisait que sa chapelle avant de partir à Rio, et j'étais le seul qui avait amené son cheval des Jeux là, puisque moi j'étais réserve et que de toute façon il fallait que je me mette à niveau et que je voulais absolument faire le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle et la Coupe des Nations.
parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Et puis quand on voit après avec du recul, voilà. Donc la seule Coupe des Nations que j'ai fait en 10 ans, bon, c'est pas la moindre, hein, c'est Aix-la-Chapelle, hein, c'est pas une Coupe des Nations de province. Et donc j'ai fait cette Coupe des Nations, on a fini deuxième, qui était formidable, où là j'ai vraiment ressenti les sensations que j'avais perdues depuis très longtemps. Parce qu'il faut savoir que j'ai le badge d'or de la FEI, et c'est quand tu fais plus de 50 Coupes des Nations. 50 Coupes des Nations, c'est beaucoup dans une carrière d'un cavalier. On est très peu à avoir le badge d'or de la FEI. Et j'ai fait plus de 50 Coupes des Nations. Donc ce qui est vraiment beaucoup. Voilà la petite histoire. La suite, on la connaît. Donc vous faites cette Coupe des Nations, vous partez à Aix-la-Chapelle, ensuite vous êtes réserviste pour Rio, vous accompagnez l'équipe de France à Rio. Et là, Ryan se blesse, vous prenez le départ, vous contribuez pleinement au Sacre des Bleus en 2016, donc c'était. Comment est-ce que vous avez vécu le moment où on vous annonce que vous partez, le moment où vous partez, le moment où on vous annonce que vous prenez le départ, et puis et aussi est-ce qu'il y a eu pour vous un avant et un après Rio ? Oui, bon, avant et après Rio, ça c'est évident. Alors moi, pour la petite histoire, j'avais déjà fait 4 Jeux Olympiques avant Rio. Et j'ai monté 2 fois. Les 2 autres fois, j'étais réserviste. Et quand on m'a proposé, on m'a pas mis d'office réserve aux Jeux Olympiques, on m'a demandé si ça m'intéressait. Parce que beaucoup de cavaliers refusent d'être réservistes. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, tu as des globales, tu as des gros grands prix, et si tu es réserve, ton cheval il fait pas de compétition. Si tu veux, pendant 1 mois, si tu restes réserve jusqu'au bout, si tu es réserve, c'est que tu es bon. C'est pas un mauvais qu'on prend, c'est un bon, si tu veux. C'est un couple qui marche, si tu veux, qui fait partie quand même de l'équipe pour moi. Donc si tu acceptes d'être réserve, c'est que c'est pendant 1 mois et demi, tu refuses d'aller au gain. Si tu veux, il y a beaucoup de cavaliers qui refusent aujourd'hui d'aller aux Jeux Olympiques parce qu'ils préfèrent faire le global et gagner le global à la fin. On le voit, Rolf Göran Bergström avec Casal n'a pas voulu aller à Rio pour gagner le global, il l'a gagné. Scott Brash n'a pas voulu aller au jeu parce qu'il y avait le global avec Ben Maher, qui sont déjà 2 champions olympiques à Londres. Ils ont refusé d'aller, ça a été le fiasco pour les Anglais, hein, dans l'équipe. L'équipe anglaise a été, parce que les cavaliers ne voulaient pas aller aux Jeux Olympiques, ils ont préféré aller côté argent. Tu sais, tu choisis à la fin, c'est 1 million d'euros, une médaille d'or. C'est pas plus compliqué que ça. Le global, quand tu gagnais le global, c'était 1 million d'euros, la finale. Donc Rolf, il a gagné 1 million d'euros. Et Scott Brash, il a gagné 1 million d'euros à Calgary. Et voilà, c'est un choix. Donc, sauf que ces cavaliers-là avaient déjà des médailles avant. Si tu veux, moi, là, je me suis même pas posé la question. Moi, je veux cette médaille. Pour moi, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Les cavaliers que je te cite ont déjà tous été médaillés, d'une manière ou d'une autre. Les 2 Anglais étaient déjà médailles d'or à Londres. 4 ans après, ils préfèrent aller à l'argent. C'est leur choix. C'est leur choix. Rolf Göran Bergström avait déjà des médailles. Alors, je ne sais pas lesquelles, parce que je vais dire une bêtise. Et puis, leur choix était le bon à la fin, puisqu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Donc moi, le choix, il était très simple. Donc dans ma voiture, le lundi, on me téléphone la DTN, me dit Philippe, voilà, est-ce que tu acceptes d'être réserve aux Jeux de Rio ? Et là, ça même pas, je me suis même pas posé la question, parce que dans ma tête, j'étais pratiquement sûr que j'allais être réserve, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde derrière. Si tu repars, quand tu es en concurrence, tu dis bon, c'est le choix de l'entraîneur. Il n'y avait plus personne. C'était les 6 qui restaient. Il n'y avait pas de 7e. On peut me raconter ce qu'on veut. Le 7e, au départ, Patrice Delaveau était arrêté avec Orient Express, qui avait mis un pépin à Rotterdam. Jérôme Murel, qui avait été préparé au championnat du monde d'Aix-la-Chapelle pour les Jeux, son cheval s'était arrêté et il y avait un problème. Le cheval n'était plus en confiance totale. Ils n'ont pas pu le mettre. Et le dernier qui restait, c'était Cédric Angot, qui avait un cheval je ne sais plus le nom de son cheval exactement, qui commençait à aller bien. Il est parti à Dublin et le cheval a eu un problème physique à Dublin. Donc après, il n'y avait plus personne. Donc je ne vais pas dire que je suis arrivé là parce que il n'y avait plus le choix, mais mon cheval était en grande forme et il l'a prouvé après, de toute façon. C'est le résultat qui compte à la fin. Donc dans ma tête, et je l'avais dit à mon propriétaire, je dis vous verrez, on va être 5e aux Jeux Olympiques. Il me dit mais non, Philippe, je dis vous verrez, on va être 5e aux Jeux Olympiques 1 mois avant. 1 mois avant. Je souhaite du mal à personne, hein. J'ai pensé ça. Et c'est arrivé. Donc j'accepte ce rôle de 5e. La DTN est étonnée parce qu'elle pensait que j'allais refuser, vu que j'avais pas fait une Coupe des Nations, et vu que voilà. Sophie Dubourg, qui est une super DTN. Moi j'adore cette femme et c'est vraiment une femme formidable. Je tiens à le dire parce que je le pense sincèrement et je sais pas pour faire de la lèche. Et Sophie Dubourg m'appelle le lundi, elle me dit est-ce que tu acceptes ? Je dis oui.
Et là, j'ai senti un petit peu un blanc. Elle était sûre que j'allais dire non. Elle me dit, ah bon? Je dis, ah ouais, puis avec grand plaisir. Elle me dit, bah écoute, de toute façon, on se voit avec sa chapelle demain. C'est super, je suis contente, c'est super. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Et à Rio, alors je vais raconter un petit peu les coulisses de Rio. On s'entraîne. Et moi, dans ma tête, je me suis considéré dans tout le système d'entraînement comme un titulaire, pas comme un réserviste. Je me suis entraîné dans les autres mentalement. J'étais comme les 4 autres. Et dans ma tête, je voulais pas leur prendre leur place. Pas du tout. Mais dans ma tête, je saute les Jeux Olympiques. J'ai fait 4 Jeux Olympiques avant. Si t'es pas préparé, et là, en l'occurrence, c'est que d'un seul coup, du jour au lendemain, on me dit c'est toi qui cours. Si t'es pas prêt mentalement, je te dis que c'était compliqué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour préparer ces Jeux Olympiques? J'ai essayé de m'entourer, déjà, de gens pour m'aider 6 mois avant. J'avais Maude, qui est là, qui est une des pièces maîtresses d'un cavalier, c'est d'avoir un très bon groom qui s'occupe de tout ça. Et je dis toujours, Maude, c'est mes yeux. Et c'est vrai, c'est mes yeux par rapport à mon cheval. J'ai demandé à Jean-Maurice Bonneau de me filer un coup de main parce que je voulais pas être tout seul. Jean-Maurice Bonneau s'occupait déjà de Kevin et de Patrice à ce moment-là, a demandé l'autorisation à Madame Perrompette si elle était d'accord, parce que c'est pas gratuit tout ça, c'est payant. Si Jean-Maurice pouvait s'occuper de moi, parce que moi j'avais 2 solutions pour rentrer en équipe de France. C'était Jean-Maurice Bonneau ou Henri Prudent qui s'occupait de Pénélope, qui sont les 2 des amis, 2 Français que je connais très bien, que je respecte beaucoup et que je pense qu'ils sont des très bons coachs. Donc j'avais 2 solutions. Si Jean-Maurice Bonneau me disait non, j'allais demander à Henri Prudent, parce que je partais du principe c'était les 2 personnes qui étaient déjà dans l'équipe de France, avec Philippe Gerdal, sélectionneur, qui pouvaient m'aider pour aller, parce que j'étais sûr 5 mois avant dans ma tête que je pouvais aller aux Jeux Olympiques. Et j'ai fait appel à David Corona, mon préparateur mental, à qui j'ai posé ces questions-là dès le début, 2 ans avant. J'ai travaillé 2 ans avant les Jeux Olympiques pour savoir si j'étais capable de retourner dans le haut niveau ou pas. Les Jeux Olympiques, ça a été un deuxième débat, mais d'abord, est-ce que je suis encore capable d'aller là-haut, de retoucher le plafond et de retoucher ce que j'ai touché pendant 20 ans? J'avais pas la réponse tout seul, il m'a aidé à avoir la réponse. Et surtout par rapport à tous ces problèmes de feu dans les écuries, de la perte de ma mère, de cette grosse tôle qu'on a pris à Sydney où on finit 4e, hein. C'est pas une grosse tôle, hein. 4e aux Jeux Olympiques, c'est pas la honte, hein. Mais la médaille, elle était là au bout, et ça les médias nous ont déglingués, ça a été très compliqué. Donc j'avais pas les réponses à tout ça. J'ai eu la chance de croiser cette personne et qui m'a beaucoup aidé. Ensuite, j'ai demandé à Jean-Maurice de m'épauler. Et ensuite, quand je suis parti pour les Jeux, j'ai dit voilà, j'ai déjà fait 4 Jeux Olympiques, il faut que je calcule qu'est-ce qui m'a dérangé dans les Jeux d'avant et qu'est-ce qui m'a aidé. Tu vois, tout ça, c'était calculé dans ma tête. J'ai besoin d'un mec à côté de moi qui m'aide à pied. J'ai besoin d'un super groom. J'ai besoin d'un coach mental. Et puis, j'ai pas peur de le cacher. Souvent, les gens disent c'est pas un psy. Hein. Je peux me permettre de vous demander, parce qu'on n'en parle pas souvent, pourquoi vous avez besoin de quelqu'un à pied? On a tendance à penser que les cavaliers de haut niveau ont besoin de personne. Je veux dire, l'expérience, vous l'avez, etc. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir quelqu'un à pied qui vous accompagne et qui vous aide? Je vais te donner la réponse, tu vas comprendre en 2 minutes. Il n'y a pas un sportif au monde de haut niveau qui n'a pas un coach. Alors nous, on est qui, nous? On est 0 à ce moment-là. On se prend pour qui? On se prend pour des cracks. Le numéro 1 de tennis, il a un coach à côté mental et coach. L'équipe de France, tu as des joueurs, des cracks qui sont payés des millions. Ils ont un coach. Ils ont un coach physique. Ils ont un coach mental. Et ils ont un entraîneur. Tous les sports. Jean Todt, il s'occupait de Schumacher. Je peux t'en citer, tu prends tous les sportifs, il n'y a pas un qui travaille seul. Et pourquoi nous, les champions du monde des cavaliers, on n'aurait personne? C'est une hérésie totale. Et celui qui travaille tout seul, il fait une grosse erreur. Et quand tu vois des cavaliers qui n'ont pas de coach, c'est qu'ils s'entraînent avec un autre cavalier. C'est l'autre cavalier qui est avec lui. Et puis tu peux regarder pour les barrages, tu as toujours à l'entrée un autre cavalier dans chaque pays qui est là, qui dit à l'autre, là-bas tu fais gaffe, le machin, le truc. Et puis quand le soir on regarde les vidéos tous ensemble, ou machin, t'as toujours ton pote, tu dis tiens regarde, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que c'est pas obligatoirement un coach qui est là, qui te suit partout. Mais nous, quand on n'a pas un coach attitré, tous, on a un pote cavalier du même niveau,
Et tu dis, tiens, regarde mon parcours, qu'est-ce que tu penses? Ou quand j'ai un problème, tiens, dis-moi, tu verrais quoi toi? Ou tiens, tu peux pas monter mon cheval 2 minutes pour me donner un avis? La dernière fois, j'étais en stage au Haras des Coudrettes avec Henk Noren et tout ça pendant le concours de Deauville. J'avais mon cheval le Coult qui était, je sentais pas, il y avait un truc. Il y avait Patrice qui était là. Je dis, Patrice, tu peux monter mon cheval 2 secondes, me donner ton avis? Il me dit, oui, bien sûr. J'ai besoin de son avis, j'ai besoin de son sentiment. Je sens que je suis dans une situation où je n'ai pas les réponses. C'est pas déshonorant de demander à ton pote cavalier, qui est très bon, de monter ton cheval et de faire 4 sauts avec et demander et d'avoir son sentiment. Voilà. Et les étrangers le font beaucoup. Et c'est de rester tout seul chez soi en disant oh là là, ou soit en pensant que tu es le meilleur, ce qui est une grosse erreur, ou en voulant résoudre des problèmes tout seul. Mais c'est impossible. Ce sport est tellement complexe, tellement de sensibilité, tellement le côté animal, le truc. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors après, faut s'adresser à la bonne personne. T'as des cavaliers, ça les emmène complètement qui sont pas des. Tu vois, ils passent pas le message. Tu vois. Tu vas demander à John Whittaker, tu dis comment je peux faire là pour monter, freiner un peu. Bah, il dit tu freines. John disait, il dit quand c'est long tu pousses, quand c'est court tu freines, puis quand c'est normal bah tu bouges pas. Bon bah merci, tu vois. Voilà. Donc tu vois, c'est John Whittaker, c'est un phénomène, c'est un crack, il y a personne qui va dire le contraire, c'est un mythe. Mais quand tu lui poses la question, tu vois, je l'imagine pas trop comme coach. Ouais. Si tu veux, ni mental, ni tu vois, je veux dire, voilà, c'est des cavaliers, c'est des phénomènes, mais ils ont pas cette fibre, à mon avis, de t'expliquer des choses qu'ils montent avec un feeling énorme. Ils ont une méthode. Tous, ils ont une méthode. Tout le monde a une méthode. Il n'y a pas un mec qui n'a pas une méthode. Mais il y en a qui arrivent à te l'expliquer très facilement et d'autres qui peuvent pas t'expliquer. Donc, il faut s'adresser aux bonnes personnes, c'est tout. Il y a des gens qui donnent facilement. Moi, je pense que j'en fais partie. Sinon, je ferais pas des stages, je serais pas là aujourd'hui à Mâcon avec 18 cavaliers de petit niveau, de haut niveau. Qu'est-ce que je fais? Je passe la bonne parole, je transmets ce qu'on m'a appris. C'est un sport de transmission. T'apprends pas dans les bouquins, c'est pas vrai. Il y a plein de bouquins qui sont écrits, où on t'explique plein de choses qui sont très intéressants. Il y a plein de cavaliers qui écrivent des livres avec des techniques, mais à la fin, c'est sur la piste que ça se passe. Je veux dire, c'est pas sur le bouquin. Donc voilà, il y a eu des vidéos aussi qui sont sorties, mais moi j'aime bien la chômée de la piste et puis je donne des petits, et puis ça change beaucoup de choses. Ça, c'est quelque chose qui vous anime quand même, de coacher, de transmettre. C'est quelque chose que vous aimez. On a été éduqués comme ça. C'est-à-dire que mon frère le fait beaucoup aussi. C'est pas par hasard. Je suis pas en concurrence avec mon frère pour savoir qui va faire un stage. On s'en fout. On a été éduqués comme ça. Mon grand-père a appris à mon oncle. Mon grand-père a appris à mon père. Mon père a appris à des centaines de personnes. Mon oncle a appris à des centaines de personnes à monter. Et tout ça, ça se transmet et ça continuera comme ça. Moi, je me force pas, mon frère se force pas. On a été éduqués comme ça. Mon grand-père m'a toujours dit, apprends à les connaître, à les aimer et après tu les feras sauter. Savoir comment ça fonctionne, tout ça. Voilà, ça c'est la vieille école, des vieux professeurs de l'époque, on appelait ça des maîtres dans les grandes écuries. Il y a maître machin, mais alors c'était un petit peu militaire, hein. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et tu peux regarder, la plupart des très bons professeurs ont appris avant avec d'autres. Tu prends Ludger Beerbohm, c'est Paul Schockmühl qui lui a tout appris. Donc bon, il n'y a pas de hasard. Et tous les Otto Becker, tous ces cavaliers, ils ont un mentor. Tu prends Daniel Deusser, c'est Frank Slutak. Frank Slutak, c'est Alvin Schockmühl. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je voudrais rebondir, Philippe, sur quelque chose dont vous avez parlé un tout petit peu avant. Vous avez participé donc 5 fois aux Jeux Olympiques, à de nombreux championnats d'Europe, de nombreux championnats du monde, et évidemment beaucoup de Coupes des Nations, comme vous l'avez dit. Vous avez traversé quand même plusieurs époques du sport de haut niveau, et surtout des sports équestres, et vous semblez quand même être le plus à même à nous parler de leur évolution dans le temps. Quel regard, vous, est-ce que vous portez sur les différents changements qui ont impacté la discipline? Je pense notamment, mais pas que, au global, à toutes ces compétitions-là. Et puis, quelque part, est-ce que vous pensez que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui seront peut-être à même de disparaître dans quelques années face à ces grandes compétitions-là? Vous, quelle
regard dans leur ensemble, plutôt vous portez sur les sports équestres. Alors, notre sport, il est comme tous les sports, il a évolué dans le côté professionnel. Il ne faut pas oublier que les Jeux Olympiques, c'était réservé aux amateurs. Tu étais professionnel, tu n'avais plus le droit de faire les Jeux Olympiques. Donc tous les cavaliers qui avaient un contrat de sponsoring, mon père, non, je veux dire une bêtise, Hervé Godignon, avait un contrat à l'époque pour Moitié-Chandon, n'a pas pu faire les Jeux de Los Angeles avec nous. Il avait un cheval qui s'appelait Stador, qu'il a été obligé de confier à Éric Navet pour faire les Jeux Olympiques. Tu vois, c'était ça avant. Je savais pas du tout. Non, mais c'est pour ça qu'il faut revenir en arrière de tout ça. Les Jeux Olympiques étaient réservés aux amateurs. Dès que tu étais professionnel dans n'importe quelle discipline, tu ne pouvais plus courir aux Jeux Olympiques. Donc Hervé Godignon n'a pas pu faire les Jeux Olympiques de Los Angeles avec Stador parce qu'il était professionnel. Et Hervé Godignon a pu faire les Jeux de Barcelone avec Kidam de Revel après, puisque le règlement a changé. Les professionnels ont eu le droit d'aller aux Jeux Olympiques. Tu vois, comme quoi tout change. Donc Hervé Godignon, le pauvre, a été 4e en individuel aux Jeux Olympiques de Barcelone avec Kidam de Revel, si tu veux. Donc on lui avait... Il n'avait pas le droit de faire les Jeux de Los Angeles et il a eu le droit de faire les Jeux de Barcelone, tu vois, comme quoi, bon, voilà. Ça, c'est l'histoire des Jeux Olympiques, c'est ça. Et à l'époque, il n'y avait pas autant d'argent, il n'y avait pas des circuits avec autant d'argent. Les gros concours qui étaient super dotés, c'était les CSIO. Donc nous, on voulait tous faire Aix-la-Chapelle, Ixted, Dublin, Calgary. Ça, c'était là où on gagnait le plus d'argent. C'était ces concours-là qu'on faisait. Après, petit à petit, il y a eu des CSI qui ont augmenté leur dotation et qui se sont rapprochés des CSIO et ensuite ils ont dépassé les CSIO. Ça, c'est la vieille histoire de notre sport. Et comme j'ai connu tout ça, je peux en parler. Voilà. Donc ça a évolué, ça a changé complètement. Les chevaux ont changé complètement, l'élevage a changé, tout a changé. Mais tu regardes l'athlétisme, les records qui sont battus régulièrement, c'est pas que le doping, c'est pas vrai. C'est la technique qui a changé, c'est l'entraînement qui a changé. Tu vois des images il y a 20 ans, des marathons, les gars ils finissaient, même celui qui gagnait, il était en civière 3 minutes après. Aujourd'hui il va à la conférence de presse 3 minutes après. Le Tour de France, les gars ils arrivaient en haut des cols, ils tombaient comme des mouches avec les vélos. Maintenant il descend du vélo, il va à la conférence de presse. Tu comprends ? Parce que toutes les techniques ont évolué, ils ont allégé les vélos, tout a changé. Nous, c'est pareil avec les chevaux. Tout a changé. Alors, ça reste des obstacles d'1,50 m à sauter. Ça n'a pas changé. Les obstacles sont devenus plus légers. On a tout allégé parce qu'avant, les barres tenaient plus. Enfin, c'est des détails, mais je peux citer plein de choses qui ont changé. Sinon, on en a pour 2 heures. Mais tout ça a changé. Après, c'est devenu un sport business. Le premier business qui s'est fait dans notre sport, c'était le commerce de chevaux. Et qu'on commence à parler de prix de chevaux très très cher, de chevaux qui étaient hors normes, et on commençait à parler de prix de chevaux qui complètement flambaient. Les Américains avaient un pouvoir d'achat énorme, avec le dollar qui était à 10 francs, enfin 1 franc c'était 10 dollars. Donc je sais pas si tu vois, c'est comme si aujourd'hui 1 euro serait 10 dollars. C'était énorme. Donc les Américains arrivaient à acheter les chevaux très chers et quand tu voulais pas vendre, ils te mettaient un chèque sur la table et tu pouvais pas refuser. Donc ça a commencé à flamber comme ça. Si tu veux, notre sport par rapport à des prix de chevaux qui commençaient à flamber. Et ensuite, les sponsors sont arrivés et on commençait à remettre un peu plus d'argent. Les circuits sont mis en route. Tu vois, Yann Tops est arrivé beaucoup plus tard. Mais si tu veux, tu avais déjà le Ryder Tour. Ryder Tour, c'est Paul Schockmeul qui a créé le Ryder Tour. Et c'était le même système que Yann Tops. C'était des équipes qui arrivaient, qui payaient beaucoup. Et il y avait une tournée de 4-5 concours très dotés qui s'appelait le Ryder Club et qui était plutôt en Allemagne. Et c'est Paul Schockmeul qui a monté ça. Et pour moi, les 2 personnes qui ont transformé notre sport, pour moi aujourd'hui il n'y en a que 2, c'est Paul Schockmeul et Yann Tops. Je l'ai toujours dit, ces 2 anciens grands champions d'équitation, médaillés. Paul Schockmeul est quand même 3 fois champion d'Europe, il n'y a pas beaucoup de cavaliers qui sont 3 fois champions d'Europe, individuels. Yann Tops était quand même champion olympique à Barcelone, par équipe, ça on l'oublie. Aujourd'hui Yann Tops c'est le grand marchand et c'est le fondateur du Global, ça a été quand même un grand champion, il a gagné beaucoup. Et donc ces cavaliers-là, à partir du moment où ils sont descendus de cheval, ils ont fait du sport business. Et ils sont partis. Et comme dans le tennis, comme dans plein d'autres sports, ceux qui ont arrêté de faire du sport sont devenus des businessmen.
C'est ce que je reproche un petit peu aux Français, entre guillemets, c'est que beaucoup de cavaliers français sont descendus de cheval, mais ils n'ont pas été dans cette voie-là, si tu veux. Mon père l'a fait un peu quand même. Alors je suis mal placé pour le dire, mais mon père a été très avant-gardiste sur beaucoup de choses. Voilà, c'est quand même le premier qui a monté une écurie avec un grand manège, avec un restaurant, et ça n'existait pas en France, hein, en privé. Mon père a les fens, le derby de Bois-le-Roi, l'écurie fédérale à Fontainebleau, où les cavaliers qui n'avaient pas de chevaux, on leur confiait des chevaux, la fédération achetait des chevaux. Hubert Bourdi, il est arrivé de nulle part, on lui a confié 3 chevaux fédéraux. Éric Naver, rentré des championnats d'Europe junior, il n'avait plus de chevaux, mon père lui a confié un cheval. Je peux t'en citer des dizaines de cavaliers aujourd'hui qui avaient rien, qui avaient du talent, qui étaient bons, et on leur a dit, tu viens, on s'occupe on va vous mettre en équipe de France, on vous confie des chevaux. Donc tout ça, ça a disparu. Ça n'existait pas. Donc voilà. Donc après c'est devenu du privé tout ça. Donc moi j'ai connu toutes ces époques-là, ces époques-là où pour que les propriétaires vendent pas leurs chevaux, on leur donnait une prime à tous les ans. On donnait une prime aux propriétaires pour pas qu'ils vendent leurs chevaux et signer un contrat à l'année pour pas que les chevaux soient vendus. Parce que la fédération voyait tous ces bons chevaux partir. Parce qu'à un moment, je te dis, tu avais presque des chèques en blanc sur la table, et surtout des Américains. Donc si tu veux, il fallait garder nos bons chevaux en France, il fallait que les éleveurs gardent l'argent. Donc il y avait un système qu'avait instauré mon père avec la fédération de primes. Alors soit de primes à la réussite ou de contrats. Voilà, on donnait à l'époque, je crois que c'est 200 ou 300 000 francs, ce qui était beaucoup d'argent, pour que le propriétaire ait touché son chèque en début d'année et le cheval était à la disposition de l'équipe de France en vue des championnats, des Jeux Olympiques, championnats d'Europe, championnats du monde, CSIO et tout. Et il y a une écurie fédérale, il y avait à peu près 30 chevaux à Fontainebleau, c'est là où il y a les militaires, qui était une écurie fédérale. On s'occupait de tout, les cavaliers arrivaient avec leur voiture, leur selle, et puis ils avaient tous leur boulot à côté, hein. Ils avaient leurs écuries, et ils venaient 1 fois, 2 fois par semaine, monter le cheval qui leur était confié, et puis et ces chevaux-là, ils étaient montés toute la semaine par d'autres cavaliers, voilà, et qui étaient préparés, et les pilotes venaient monter les chevaux, voilà. Ce qui a permis à Hubert Bourdi, je dirais Hubert Bourdi parce que c'était un grand crack. Si tu veux, c'était un cavalier qui était chez Guy Martin, ici à côté de Bourg-en-Bresse, et qui était le cavalier jeune chevaux et qui présentait les chevaux aux clients. Voilà. Et que mon père a détecté en disant, tiens, ce gars-là, sous les conseils de Michel Robert à l'époque, il dit, tiens, il y a un gars-là qui est dans la région de Bourg qui monte très très bien. Mon père le regarde, il dit, t'as raison. Et Michel Robert, il dit, t'as raison, le mec est bon, on va lui confier un cheval ou deux, et voilà. Voilà l'histoire d'Hubert. Parmi, je peux t'en citer plein, mais bon, voilà. Donc ça, c'est ce que mon père avait mis en place à l'époque. Voilà. Est-ce que vous avez encore un peu de temps pour nous pour une ou deux encore questions ? Bien sûr. Ah, génial. Hier, vous nous avez dit quelque chose dans l'épisode donc de l'écoute. Vous nous avez indiqué que pour vous, ce qui est dur, c'est pas d'arriver au haut niveau, c'est d'y rester. J'aimerais bien comprendre comment on fait. Alors du coup, toute la partie coaching mental, on l'a longuement abordée hier. Je pense qu'on va pas revenir forcément dessus. Vous avez pris le temps de nous l'expliquer. Je vais encourager tout le monde à écouter cet épisode. J'aimerais bien comprendre maintenant plutôt pour la partie modèle économique des cavaliers. En conséquence de tout ce que vous venez de dire, en fait, de cette évolution-là, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour être bon, pour rester dans le cercle vertueux, pour conserver des bons chevaux, pour rester à haut niveau, quand on voit la difficulté de ce sport et la difficulté de cette filière financière, économique, etc. Oui, alors là on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, notre sport a complètement basculé, professionnel, il a changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais des grands prix avec 50 partants, tu en avais 10 qui étaient capables de gagner grands prix. Les autres, je vais pas dire qu'ils étaient mauvais, mais c'était toujours les mêmes qui gagnaient. C'était les cracks, cavaliers. Ça, maintenant, aujourd'hui, tu as 50 cavaliers au départ et tu en as 50 qui peuvent gagner grand prix. Ça, déjà, c'est la première chose qui a changé. Le sport a évolué, si tu veux, c'est rétréci et c'est que l'excellence aujourd'hui qui peut aller dans le haut niveau. À l'époque, tu avais un garçon comme Pierre Durand qui a trouvé par hasard un cheval, un bâtard, hein, c'est un bâtard, hein, Japlou, et qui est devenu champion de France à 7 ans avec le cheval. Il avait 7 ans, hein, Japlou, quand il était champion de France, avec Pierre Durand. Aujourd'hui, il n'y a pas de 7 ans qui est capable. Aujourd'hui, de toute façon, il n'a même pas le droit de courir les championnats de France à 7 ans. C'est champion de France à 7 ans. Tu avais Gilles Balanda avec Galoubet aussi, qui a gagné, qui a fait sa première Coupe des Nations à 7 ans. Ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Mais on parle d'une autre époque. Et dès que tu avais un crack cheval ou que tu trouvais un cheval, les portes étaient grandes ouvertes, direct. C'est comme aujourd'hui, si tu veux aller t'acheter un camion et que tu vas voir le banquier, que tu as 20 ans et que tu n'as pas d'argent et que tu veux faire un prêt, on te dit la porte elle est là à gauche, merci, c'est gentil d'être venu, mais nous on prête pas d'argent,
Moi, j'ai été acheter mon premier camion, je suis arrivé à la banque, j'avais pas d'argent, j'ai dit voilà, je voudrais qu'on me fasse un prêt pour acheter mon camion. Pas de problème. Pas de problème. Ça, je te parle de ça il y a plus de 30 ans. Donc on peut plus comparer ça. La Porte avait 20 ans, il y a 30 ans, t'étais bon, t'étais bosseur, tu trouvais un bon cheval, et c'était feu. Éric Levallois qui arrivait avec son père qui était éleveur, c'était des chevaux de son élevage. Aujourd'hui, moi y compris, alors je ne vais pas être pessimiste parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent et je ne veux pas rentrer dans ce truc-là. Mais aujourd'hui, tu as 20 ans, c'est beaucoup plus compliqué d'aller au niveau que quand moi j'ai eu 20 ans. Et Patrice Delaveau qui arrivait de nulle part, son père il avait un club à Beaumont-le-Roger, un centre équestre. Tous arrivaient on était des fils de pros, d'amateurs, des fils d'éleveurs. T'avais ta chance, si t'étais doué, t'étais bosseur, il suffisait d'arriver à dégoter le cheval à droite à gauche, puis c'était pas les chevaux, les cracks d'aujourd'hui, on montait quand même des chevaux moins bien, et on avait des bons chevaux. Et puis après, c'est sûr que quand t'arrivais au niveau championnat d'Europe, Jeux Olympiques, championnat, là c'était des bons chevaux, on faisait pas sauter des mauvais chevaux, mais c'était complètement différent. Aujourd'hui, tout ça a changé, le modèle économique a complètement changé, et dans tous les sports. Aujourd'hui, en Formule 1, le gars qui a 20 ans, qui va en Formule 1, il faut qu'il arrive déjà avec ses sponsors. J'ai entendu une émission le jour, ça m'a étonné. Avant, les gars, ils arrivaient, on les trouvait, ils faisaient du karting. Senna, ils faisaient du karting, c'était des cracks. Après, ils passaient en Formule 2, puis après en Formule 3, Formule 2, Formule 1. Nous, c'était pareil. Tu commençais à faire du national, t'étais pas mauvais, tu faisais un petit international, puis tu montais. C'était comme ça. Aujourd'hui, ça a complètement disparu. Et c'est ce que je reproche un peu à notre sport, c'est que le gars aujourd'hui qui a 20 ans, qui monte bien, qui est bosseur, il faut qu'il bosse 2 fois plus. Il faut qu'il se fasse remarquer très vite. Il faut qu'il croise la bonne personne qui va avoir confiance en lui. Parce qu'avoir confiance aujourd'hui dans un jeune de 20 ans, c'est compliqué. Quand tu es un propriétaire, que tu mets beaucoup d'argent sur la table. Avant, on ne mettait pas, un propriétaire ne mettait pas beaucoup d'argent. Tu pouvais avoir un cheval aux Jeux Olympiques. Moi, j'étais avec Giva aux Jeux Olympiques. Je crois qu'il avait été acheté 20 ou 30 000 francs à 5 ans. Bon, c'était de l'argent, mais bon, voilà. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus possible, ça. Donc tout ça a changé, mais c'est partout, dans tous les métiers, dans tous les sports, c'est pas que l'équitation. Donc aujourd'hui, il faut arriver. Aujourd'hui, les gens qui arrivent, ils ont un pouvoir d'achat qui est très fort. Notre sport est devenu un sport de business et de gens aisés. Faut pas se raconter des histoires. La seule chose qui me dit qu'on n'est pas foutus, nous les professionnels, qui n'avons pas, entre guillemets, des parents très riches ou des facilités, c'est que les 30 meilleurs cavaliers du monde aujourd'hui sont pas des fils à papa blindés. C'est des gars qui ont bossé, qui sont arrivés là. Parce que si demain, dans les 30 premiers mondiaux, t'en as déjà 15 qui sont là parce qu'ils ont acheté des tables dans les concours, parce que les parents sont très riches, peuvent acheter des chevaux parce qu'ils n'ont pas besoin de propriétaires, parce que c'est les parents qui achètent, je te dis, notre sport il est foutu. Philippe Rosier devient que coach. Tous les grands cavaliers deviennent des coachs au paddock et mettent des barres et travaillent, seront très bien payés sûrement pour le faire, si tu veux, comme certains au jour d'aujourd'hui, les anciens cavaliers qui sont des très bons coachs, ils gagnent bien leur vie à le faire, et ce qui est normal, au moins ils ont un bon CV, et ce qui est normal, mais voilà, donc c'est ce qui aujourd'hui me dit c'est encore possible, c'est quand je vois la liste mondiale des 50 meilleurs cavaliers du monde. C'est pas l'émir du Qatar, c'est pas tu peux, et je dis toujours en rigolant parce que ça reflète, tu peux tout acheter, mais tu peux pas acheter le virage de Marcos Henning. Tu peux acheter son cheval, tu peux acheter sa selle, tu peux acheter son camion, tu peux acheter ses écuries, tu peux tout acheter. Si t'es une des plus grosses fois, tu t'appelles Bill Gates, et la fille de Bill Gates elle monte à cheval, mais le virage de Marcos Henning il l'achètera jamais. Voilà, et c'est pareil dans tous les sports, et c'est ce que je dis toujours en rigolant qui clôture la réponse de ce que tu me dis là, et puis tu vas pas t'excuser parce que tes parents ont de l'argent non plus, je veux dire, moi j'ai plein de cavaliers que je croise et leurs parents ont travaillé parce que c'est pas de l'argent volé, ils ont travaillé, et ils ont la chance d'avoir des parents qui ont beaucoup d'argent, tant mieux pour eux, moi je suis pas jaloux de ça, ça me pose pas de problème, parce que moi je vis avec eux, c'est le luxe qu'aujourd'hui qui fait tourner la boutique du sport, c'est grâce au luxe que
notre sport a des gros sponsors. C'est grâce au luxe qu'aujourd'hui qu'on vend des chevaux chers. Donc on va pas dire d'un côté il y a les riches, d'un côté il y a les pauvres. C'est pas vrai. Tout le monde c'est une grande famille. L'équitation est une grande famille. Si t'as la chance, moi j'ai eu la chance de croiser mon père. Il y en a, il a la chance de croiser son père d'une autre manière, qui est pas cavalier. Je dis voilà, moi ça me pose pas de problème. Mais aujourd'hui, tu peux me dire ce que tu veux, le haut niveau est quand même, c'est les meilleurs. C'est pas les plus riches, c'est les meilleurs. Voilà. Donc ça, il faut quand même garder ça en tête. Voilà. C'est le travail qui paye à la fin, qui que tu sois, quoi que tu sois. Maintenant, pour certains, c'est plus facile que d'autres d'aller au haut niveau. On pas se voiler la face. Quand tu as la chance d'avoir des gens qui te payent des tables pour aller en concours, que ce soit tes parents ou des mécènes, bah ça va un petit peu plus vite. Voilà. Et aujourd'hui, le bon cheval, le problème qu'ont les jeunes, c'est que le gars qui a un bon cheval, il va le confier à un cavalier d'expérience parce qu'il va aller en 5 étoiles direct. Et que le jeune qui a un bon cheval, il faut qu'il prouve. Et c'est très dur de prouver que t'es bon et que tu peux aller au haut niveau. C'est tout le temps, t'as pas droit à l'erreur. Tous les week-ends t'es en concours, et j'entends ça régulièrement avec plein de cavaliers qui sont amis et qui vont faire du grand national, qui vont faire des CSI 2 étoiles et 3 étoiles, qui ont en tête et qui rêvent, et ils ont le droit de rêver, parce que moi aujourd'hui si je rêve pas, j'arrête de monter demain matin, parce que je rêve encore tous les jours. Il faut pas se faire des films, ce que je dis toujours en rigolant, rêver, tu peux te faire un film, fais pas, ça peut vite être un film d'horreur. Ça peut être vite un film d'horreur où t'es figurant. Donc, rêve, t'as raison. Et puis c'est comme ça que t'avances, c'est comme ça que c'est dur le matin, mais tu continues, tu dois vivre avec tes rêves. Et moi j'ai rêvé d'avoir cette médaille d'or, et puis je l'ai eue. Et je l'ai rêvé longtemps, hein, parce que j'ai quand même fait 5 Jeux Olympiques avant d'y arriver. Donc ça a été long quand même, mine de rien. Mais j'ai réussi à aller au bout de mon rêve. Après, il faut que je trouve d'autres rêves, il faut que je trouve d'autres trucs qui me motivent à aller à continuer. Sinon, j'aurais le lundi matin après ma médaille d'or, je dis ok, j'ai la cinquantaine passée. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là tous les jours. Des fois, je suis fatigué, des fois, je suis pas fatigué, des fois, c'est dur, des fois, c'est pas dur, des fois, je gagne, des fois, je perds, des fois, j'ai pas envie de monter, puis des fois, j'ai envie de monter. Et à la fin, c'est pour ça. C'est pour toucher ce truc-là. Et aussi pour remercier tous les gens qui m'ont soutenu, mes propriétaires, mes sponsors, qui m'ont aidé. Comment je peux leur dire merci? En ramenant une médaille d'or. C'est pas autrement. Et même à ma famille. C'est pareil. Philippe, on va arriver un peu à la fin de cette interview et peut-être pour clôturer, j'ai une question peut-être impactante, en tout cas vous allez me le dire, mais vous semblez être aujourd'hui assez serein quand même, vous avez accompli de belles choses, vous avez su faire preuve d'une grande résilience. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez réussi et quelle est pour vous peut-être la définition de la réussite? Comment est-ce que vous l'aviez vu quand vous étiez jeune et aujourd'hui, oui, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes satisfait Alors, le sportif n'est jamais satisfait. Vous avez envie d'encore d'autres médailles? Ben non, mais sinon je ne monterai plus. Je vais pas te raconter d'histoire. D'autres médailles, j'irai pas sur d'autres médailles, j'irai sur cette adrénaline, ce truc qui est inexplicable, que quand tu passes l'arrivée, que tu fais sans faute sur un gros parcours. Alors moi, faire de la résistance et faire des petits concours, ok, si j'en fais, ça sera pour préparer des chevaux, mais ça sera pas pour moi. Ce sera le plaisir de continuer à monter parce que j'ai pas envie de m'arrêter. Si j'ai envie d'avoir un peu d'adrénaline, machin, ça sera mon problème personnel. Mais ça sera pas pour aller battre des jeunes de 30 ans ou de 20 ans parce que je sais que je peux pas les battre. Moi aujourd'hui, je suis totalement conscient que je ne peux pas battre Steve Garda, que je peux pas battre Kevin Stott ou Penelope parce qu'ils vont prendre des risques et des trucs que je ne peux plus faire à mon âge, qui est totalement normal, si tu veux. Mais quand je suis encore en bonne forme et que j'ai un bon cheval, je peux encore tirer des sans fautes et je peux encore aider quelque chose, soit des cavaliers dans une Coupe des Nations, et si je suis dans les 8 premiers d'un Grand Prix de 5 étoiles, je te dis qu'aujourd'hui je suis très content, si tu veux. Sans prendre des risques, sans cramer mon cheval, sans que ça devienne... voilà. Aujourd'hui c'est ça que j'ai envie de faire. C'est prendre du plaisir à monter tous les jours et de retrouver cette adrénaline où tu rentres en piste, tu te dis putain j'ai pas droit à l'erreur là. Tu vois, je veux dire moi c'est un kiff. Alors c'est pas confortable du tout.
Le sport est pas confortable. Et plus t'es bon, et moins il est confortable. Quand t'es pas connu, t'as rien à perdre. Moi, je vois plein de jeunes qui arrivent, ils ont les dents qui rayent le parquet, ce qui est normal, comme moi à 20 ans. Et puis qui disent, toi, le gars là-haut, le rosier, je vais me le faire. Je vais le torcher, le rosier. Tu veux. Et puis quand il me torche, il me croise, il dit, ah oui, je vous ai foutu 2 secondes. Je dis, ouais. Et puis je suis content pour lui, tu veux. Mais ce gars-là, comme je disais, il monte, mais après, il faut y rester là-haut. On en revient à cette discussion du début. Monter, c'est pas dur. Quand t'es bon, t'es bosseur, c'est pas dur. Rester, comme je suis resté 35 ans au haut niveau, ça c'est plus dur. Ça c'est ma satisfaction personnelle. C'est pas mes titres et mes médailles, c'est d'avoir fait 35 ans au jour d'aujourd'hui de haut niveau et d'être à peu près constant et pas avoir une année où pendant un an tu me vois plus et faire du national ou chose comme ça. C'est pas, je crache pas sur le national, hein, loin de tout, mais de rester là au niveau. Et moi, ce que je veux qu'on retienne de moi, si tu veux, c'est pas le, je veux laisser une trace dans le sport équestre. Et là, aujourd'hui, j'ai laissé ma trace. Parce que champion olympique, j'y serai toute ma vie. Et ça, je suis bien placé pour le savoir, parce que mon père a été champion olympique. Si tu veux, que tu sois champion du monde ou champion d'Europe, c'est bizarre, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plein de potes qui sont champions du monde, et tout le monde s'en fout. C'est vrai. Et ça me dérange. Parce que c'est des champions du monde. C'est des gars qui sont champions du monde, des Français, qui sont champions du monde, qui sont champions d'Europe. Et aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Et à la fin, tu parles avec des gamins de 15, 20 ans, ils savent même pas qui c'est. Et moi, ça me dérange. Parce que moi, j'ai une culture du cheval que je veux garder. Et je veux laisser une trace. Et pourquoi j'ai écrit un bouquin? Parce que je veux laisser une trace. Ça sera pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour des gens d'autres. Je dis, tiens, Philippe Rosier, il a fait ça. Tiens, c'est le fils de Marcel Rosier qui a fait ça. Moi, je veux laisser une trace. Mon palmarès, il est à moi. C'est mon palmarès. J'ai gagné beaucoup. Rien qu'avec un cheval comme Idéal de Roi, j'ai gagné 100 rankings. Avec un seul cheval. Donc je sais pas si tu imagines le nombre de rankings que j'ai gagné dans ma vie. Je suis pas là tous les matins en disant les gars, ouais, moi je vais pas faire tu veux le aigri qui dit ouais mais moi j'ai gagné. Ouais, j'ai gagné tout. Mais ça c'est à moi, ça c'est mon jardin ça. Je vais pas dire toutes les semaines j'ai gagné 100 rankings avec un seul cheval. Aujourd'hui, je veux dire voilà, mais j'ai gagné plein d'autres choses. Je suis pas là pour rappeler aux gens ce que j'ai gagné, mais je sais que mon titre de champion olympique, que ce soit avec des gens qui montent à cheval, ou quand je vais dans des réceptions, des gens qui n'ont rien à voir avec les chevaux, bonjour, on me présente Philippe Rosier, c'est le champion olympique. Avant on disait c'est un cavalier de l'équipe de France, ou c'est un champion. Voilà. Ou c'est le fils de Marcel Rosier. Aujourd'hui, c'est plus le fils de Marcel Rosier. Je suis toujours, je resterai toujours, et j'en suis fier. Mais quand on me présente, c'est Philippe Rosier, le champion olympique. Et ça n'a pas de prix. Pour moi, ça n'a pas de prix. Parce que là, j'ai touché ce que je voulais toucher. Mon père l'était déjà avant. Je pensais que c'était impossible. Au fond de moi. Et aujourd'hui, on est la seule famille en France, champion olympique, père et fils. Dans l'équitation mondiale. Et en France, j'ai vu qu'on n'est que 2 familles, il y a les Boisses en escrime, qui sont père et fils champions olympiques. On n'est que 2 familles à être père et fils. Ben moi voilà, ma boucle elle est bouclée. Maintenant, pourquoi j'arrête pas? Parce que je me dis, tant que j'ai des chevaux, aujourd'hui j'ai quelques chevaux vraiment qui sortent de l'ordinaire dans mes écuries, où je sais à peu près ce qu'il faut avoir entre les jambes pour aller aux Jeux Olympiques. Parce que ça compte. Moi, je vois des gars, ils n'ont jamais fait un championnat. Ils disent Philippe, j'ai un cheval olympique. Je te le souhaite. Il faut les avoir fait pour savoir de quoi on parle. Et aujourd'hui, j'ai un potentiel de chevaux dans mes écuries qui me fait dire pourquoi pas. Mais je me fais pas de film. Hein. Pourquoi pas? Les Jeux de Paris. J'ai encore la pêche. Physiquement, je me sens bien. J'ai plus l'âme d'un mec de 30 ans qu'un mec de 50 ans. Alors, je fais pas. Je suis pas, voilà, je veux pas faire genre, je veux pas vieillir. C'est peut-être un peu dans les gènes de la famille, parce que quand je vois mon père à 85 ans, comment il est, je me dis c'est un peu dans les gènes, parce que tous les gens me disent ton père c'est un exemple, c'est incroyable, des gars de 85 ans qui ont la pêche comme lui, qui sont cool, qui sentent bien. Quand tu discutes avec lui, t'as l'impression qu'il a monté un cheval hier, et qui est pas aigri du tout du système, et il a pris des coups. Hein. Je te garantis que ça n'a pas été pour lui, ça n'a pas été rose tous les jours, et qui tous les jours il est content d'être là, et qui a les chevaux, et qui te parle comme s'il avait monté un cheval hier. Physiquement, on est bien, ça va. Donc je me dis, les Jeux de Paris, ça sera là où je m'arrêterai. Parce que là, dans l'âge, je veux pas, et je sais que je pourrais pas battre les autres cavaliers. Mais peut-être que si je suis en forme, j'ai un bon cheval, j'ai un rôle. Pourquoi pas?
comme les championnats du monde l'année prochaine. Je sais pas comment notre sport va évoluer parce qu'aujourd'hui avec le Covid ça devient un gros problème et là je sais pas comment va notre sport. Pour moi c'est tout bénef. Mais je veux pas aller là-bas pour prendre une tôle et la tôle de Sydney et que je me dise t'aurais dû arrêter plus tôt. Je veux pas rentrer aussi dans le truc où je fais de la résistance et à la fin je veux qu'on garde une belle image de moi, équestre et humaine. Je veux pas qu'on dise attends, mes potes sont là pour me le dire, si à un moment on Philippe arrête là, ça va, tu fais des conneries. Parce que voilà, il y a un moment il faut savoir s'arrêter en grand champion progressivement, comme Paul Schockmeul, comme tous ces cavaliers qui ont tout gagné, ils se sont arrêtés progressivement. Et d'un seul coup, ils ont arrêté de monter à cheval, ils n'ont pas fait leurs adieux, ça s'est arrêté naturellement. La carrière de mon père s'est arrêtée naturellement, il n'a jamais fait ses adieux. La carrière de Paul Schockmeul, ça se fait naturellement. Yann Tops, il a arrêté progressivement, il a continué. Fuchs, je peux te citer des grands champions. Ils ont arrêté progressivement, puis d'un seul coup, ils disent tiens, ils montent plus. Non, parce que ça s'est fait progressif, parce que les écuries n'ont pas les chevaux, et qu'à un moment ou à un autre, quand tu n'as plus cette adrénaline et que tu n'as plus envie, il faut pas faire de la résistance. Moi, si j'ai envie, j'y vais, si j'ai pas envie, j'y vais pas. Et aujourd'hui, je fonctionne comme ça. Voilà. Après, ça plaît ou ça plaît pas, je m'en fous, mais pas savoir à quel point. Souvent, on me dit tu es peut-être un des mecs qui abandonne le plus en parcours. Je l'ai entendu, ça. Parce que, oui, je l'ai entendu. Et pourquoi ? Parce que pourquoi je vais aller faire sauter ce pauvre cheval 10 obstacles de plus ? Il y est pour rien. Moi, c'est mon cheval, c'est pas moi. Alors après, tu peux l'interpréter comme tu veux. Et c'est vrai que moi, quand je sens que j'ai plus aucune chance, j'arrête. Alors ça a l'air de déranger certains. Mais c'est mon problème, de mon cheval, de moi et de mon propriétaire. Si mon propriétaire ne l'accepte pas, il prend son cheval, il le donne à un autre. Il dit moi je suis marié avec personne. J'ai le sentiment qu'à partir du moment où tu es à 8 ou 12 points, ou que ton parcours ça part pas bien, qu'est-ce que je vais aller faire sauter encore 10 barres d'1m60 avec des efforts à ce pauvre cheval ? Mais ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Je l'assume à 200%. Et si ça plaît pas à certaines personnes, je m'en contrefous. Alors je suis pas en train de passer un message, mais je m'en contrefous. Moi, c'est mon cheval qui m'intéresse. C'est pas Philippe Rosier. Qu'on interprète ça comme on veut, c'est mon problème. C'est mon problème. Donc ça, c'est sûr que en Coupe des Nations, je le ferai pas. Je l'ai fait une fois avec sa chapelle. Ça m'a pété au nez, mais pendant 6 mois. Et c'est inadmissible et machin. Oui, c'est inadmissible. Oui, je suis d'accord. Mais j'avais le sentiment que j'étais en train de casser mon cheval avec lequel j'étais champion olympique, à qui je dois beaucoup, beaucoup. C'est ce que j'ai pensé. Rien de plus, rien de moins. L'épreuve était foutue, la Coupe des Nations était foutue. J'étais déjà à 12 points avec Rahotep. J'aime tellement ce cheval. Je veux pas qu'il sorte d'une piste sur 3 pattes. Et là, j'ai eu le sentiment, j'ai peut-être fait une erreur. J'ai eu le sentiment que j'étais en train de casser mon cheval. Je ne peux pas accepter ça. J'ai fait les Jeux de Sydney avec un cheval sur 3 pattes. Je suis rentré pour une médaille d'or à Sydney avec un cheval boiteux. Normalement, t'as pas le droit. Parce que je jouais une médaille d'or. Dans la vie de tous les jours, je ne l'aurais jamais fait, même pour sauter 1m20. C'était le pire parcours de ma vie. Mon cheval était boiteux. Je sautais une médaille d'or. Je me suis juré jusqu'à la fin de mes jours que ça n'arrivera plus jamais. Par respect pour les animaux et pour mon cheval. Aujourd'hui, tu ne peux pas le faire parce que les juges sont là et t'empêchent de rentrer. Et toujours, tu as une visite vétérinaire après les manches. À l'époque, c'était possible, si tu veux. Donc voilà, et tant mieux, parce que la protection animale, elle est là, elle est importante. Et je suis pour la protection animale. Et ça, il n'y a pas de souci. Les gens ne leur demandent pas leur avis, ces chevaux-là, quoi qu'on en dise. Donc voilà, je veux dire ça, les Jeux de Sydney, c'est aussi un déclage dans ma vie. Et à partir du moment où j'ai commencé à beaucoup abandonner, entre guillemets, ça a été après les Jeux de Sydney. Parce que ce parcours-là, il m'a fait mal, plus qu'à mon cheval. Et Barbarian n'a jamais ressauté après les Jeux de Sydney. Il avait une double entorse. Il n'a jamais ressauté. Et je me suis juré intérieurement que je ne forcerai plus jamais un cheval à sauter un parcours d'1m50, 1m60 qui est pas apte à le faire. Voilà, c'est tout simplement ma réponse, elle est là. Et ça a été un choc pour moi longtemps, sur lequel j'ai travaillé avec David Corona, mon préparateur mental et tout ça, et qu'aujourd'hui j'estime qu'un cheval, à partir du moment où l'épreuve elle est foutue, si ça ne devient pas éducatif,
Parce que ça peut aussi, tu peux rater le début d'un parcours et continuer pour que ce soit éducatif. Là, oui, il n'y a pas de problème. Mais si c'est sauter pour sauter, je m'excuse, mais moi c'est pas ma cam. C'est pas ma cam. Voilà, c'est le respect du cheval et c'est des vieilles blessures qui sont là et que voilà. Ce sera le mot de la fin, je crois. Merci beaucoup Philippe pour votre temps et puis on vous souhaite plein de belles choses. Merci. Écoutez, 2 ans de concours encore minimum. À bientôt. Merci encore et à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, laisser une note sur Apple Podcast. On se retrouve dans 15 jours pour notre épisode avec Andy Booth. À bientôt.